Durant l'année qui suivit ma naissance, en 1939, mon père fut embauché, toujours comme contrôleur laitier à la laiterie coopérative de Matha. Il y travailla quelques mois, jusqu'à la déclaration de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Il fut rappelé sous les drapeaux. Quelques semaines plus tard, il fut fait prisonnier par les Allemands, dans le nord de la France, près de Brédune. Il restera prisonnier jusqu'à la fin de la guerre, mais nous en reparlerons au cours de notre récit. Nous habitions une petite maison située à Saint-Héry, un des deux faubourgs de Matha, à l'angle de la rue de Saint-Héry et du boulevard de Saint-Héry. Cette maison, la seconde après l'angle, donne sur les deux rues. Côté boulevard se trouvait une courette fermée par une grille. La maison était composée au rez-de-chaussée d'une seule pièce, assez grande, qui servait à la fois de cuisine et de pièce de vie. Un escalier débouchait à l'étage sur deux chambres dont le plafond était assez bas. Nous sommes restés dans cette maison jusqu'à la fin de la guerre et le retour de captivité de mon père. Il me reste peu de souvenirs de la façon dont cette maison était agencée. Je me souviens seulement qu'il n'y avait pas de salle de bain comme cela était souvent le cas à cette époque, et que nous devions nous laver dans des bassines. Les toilettes étaient dans la cour, comme c'était également souvent le cas à cette époque. Au départ de mon père, ma mère dut chercher du travail pour assurer notre quotidien. Elle trouva un emploi de préparatrice à la pharmacie Granier, où Léo, le pharmacien, accepta de l'embaucher. Je n'ai que quelques souvenirs épars de cette période. Je me rappelle que ma tante Eva, l'aînée des frères et sœurs de ma mère, qui était couturière, est venue par période vivre avec nous. Eva taillait des vêtements sur la grande table de la cuisine. Je jouais avec les chutes de tissu tombées à terre, et je me rappelle que ma tante, amusée, disait à ma mère « On en fera plus tard un tailleur ». Ma mère et ma tante consultaient des catalogues de vêtements et de sous-vêtements, du style du catalogue de la Redoute ou des Trois Suisses. J'étais attiré et subjugué par les modèles féminins qui étaient représentés en slip et en soutien-gorge. Cela éveillait en moi une curiosité et un trouble diffus, d'autant que ma mère et ma tante tentaient de m'empêcher de les regarder. À l'époque, je devais avoir 4 ans. Je me souviens également qu'un jour, je devais partir en train avec ma tante Eva pour rejoindre la gare de Rouillé et aller passer quelques jours dans la ferme de mes grands-parents maternels au Châtre. À cette époque, une voie des chemins de fer départementaux, démantelée depuis, allait de Rochefort à Angoulême. Elle permettait en partant de Matha de descendre à Saint-Jean-d'Angély et là de prendre une correspondance sur la ligne de Niort pour rejoindre Rouillé. Ma mère avait préparé le sac qui devait contenir les vêtements dont j'aurais besoin durant ce séjour. J'étais heureux de pouvoir aller chez Jacques et Marie, mes grands-parents. À la ferme, ils possédaient plusieurs chèvres et un âne nommé Breton. Outre ces animaux, ma grand-mère élevait des lapins et des poules qu'elle allait ensuite vendre au marché de Rouillé. Ce marché se tenait chaque vendredi sur la place située devant l'église, le long de la route qui reliait Rouillé au village du Grand-Breuil, situé sur la route de Mel à Poitiers. J'adorais aller au marché avec mes grands-parents. C'était l'occasion de monter dans la mue tirée par Breton. Quelquefois, durant le trajet, mon grand-père me confiait quelques instants les rênes, et cela me remplissait de joie. Pendant que nous attendions le passage du train, dans la petite gare, ma mère et sa sœur échangeaient sur les conditions d'attente en gare de Saint-Jean-d'Angély. Il était tard, peut-être 22 heures, et la correspondance pour Niort n'aurait lieu qu'au petit matin vers 6 heures. Il faudrait donc attendre dans la salle d'attente.
Ce n'est pas très propre et les sièges doivent être pleins de microbes, dit ma mère. Le mot microbe m'effraya. Je me mis soudain à pleurer, et malgré les efforts de ma mère et de ma tante Eva, mes pleurs redoublèrent. « Pourquoi pleures-tu » me demanda ma mère. « J'ai peur des microbes, je ne veux plus aller avec Tata, répondis-je, et je m'agrippai aux jupes de ma mère. Leurs tentatives pour me raisonner restèrent vaines, et elles finirent par abandonner l'idée de m'emmener au Châtre. Elles se dépêchèrent de sortir mes vêtements du sac, qui contenait d'autres effets appartenant à ma tante. Il fallait se presser, car le train était annoncé. Finalement, je me calmai, et ma tante partit sans moi. Ma mère apprit par la suite que le voyage de ma tante ne s'était pas déroulé comme prévu. À l'arrivée à Saint-Jean-d'Angély, une patrouille de soldats allemands avait emmené Eva à la commandanture pour des vérifications. Sa nuit s'était très mal terminée. Elle avait passé la nuit dans une pièce insalubre, au milieu de divers parasites. Elle avait été finalement soulagée de ne pas m'avoir avec elle. Un autre souvenir me revient de ces premières années passées à Saint-Thierry. Je ne me souviens absolument pas de la date. Ce dont je me rappelle, par contre, c'est de m'être réveillé en pleine nuit dans ma poussette, sur le boulevard de Saint-Thierry. Au loin, on entendait le ronflement d'avions et par moments des explosions. J'appris plus tard que Cognac avait été bombardé. Ma mère, apeurée, avait quitté la maison, craignant une éventuelle attaque. Monsieur et madame Desfougères, des voisins et amis, qui habitaient sur ce boulevard, avaient creusé un abri dans leur jardin, et ils avaient proposé à ma mère de venir s'y abriter en cas de besoin. D'autres souvenirs de cette époque remontent aussi à la surface. Je me rappelle plus particulièrement d'un Noël. Ma mère n'avait que très peu d'argent pour vivre, aussi il n'était pas question de dépenser beaucoup en jouets. Par ailleurs, de confession protestante, il était mal vu, par certains membres de la communauté protestante de l'Église évangélique libre de Matha, de parler de Père Noël. Seul un strict enseignement religieux était admis. Pourtant ma mère, bien que très attachée à sa religion, mais originaire de l'Église protestante réformée, moins stricte dans ses principes, me faisait placer mes chaussons au pied du sapin le soir du 24 décembre. Cette année-là, je devais avoir 5 ans. J'avais souhaité que le Père Noël m'apporte un couteau, comme en ont beaucoup de jeunes ou de moins jeunes dans leur poche, et qui sert à de multiples usages. Au matin du 25 décembre, à mon réveil, je suis allé voir ce que le Père Noël avait déposé dans mes chaussons durant la nuit. Comme chaque année, une orange s'y trouvait, mais pas trace de couteau. J'étais très déçu. Ma tante Eva, présente pour ce jour de fête, me dit « Tu es sûr, Louis-Paul, que tu as bien regardé dans ton chausson ? Regarde bien à nouveau. » Et en glissant ma main dans l'un des 2 chaussons, je trouvai au fond de l'un d'eux un magnifique petit canif dont le manche de couleur rouge scintillait de 1000 petits points dorés. J'étais comblé. J'ai gardé longtemps ce petit canif qui m'avait apporté tant de joie en ce jour de Noël. Je me souviens également avoir fréquenté l'école maternelle. Un événement m'a particulièrement marqué. J'étais de santé fragile et j'étais sujet à de fréquentes angines. Un jour, ma mère, pour éviter que je prenne froid, avait eu l'idée de glisser sous mes sous-vêtements une sorte de protection faite d'ouate et qui recouvrait la totalité de ma poitrine. Je ne sais pas quel produit contenait ce tissu, mais durant la récréation, j'avais couru et ma transpiration, absorbée par cette texture, provoqua sur ma peau des démangeaisons et des brûlures. La maîtresse de surveillance dans la cour, alertée par mes pleurs, finit par l'enlever, après avoir constaté les cloques et les rougeurs apparues sur mon torse. Quelques semaines plus tard, j'étais opéré des amygdales et des végétations, mais je n'en avais pas fini pour autant avec les soucis de santé.
La vie n'était pas facile durant cette période de guerre. Les familles recevaient chaque mois des tickets de rationnement qui donnaient droit à l'achat de denrées alimentaires dans les magasins. Le marché noir allait bon train, et les personnes de la campagne, qui avaient la possibilité de faire du troc, s'en sortaient mieux que les autres. Je me rappelle que ma mère avait un jour acheté un morceau de viande dans la boucherie Rior, aujourd'hui disparue, située dans le virage à l'angle de la rue de Cognac et de la rue de l'Électricité, face au stade de Charmy Park. La bouchère lui servit un morceau qu'elle qualifia de beefsteak, mais qui, en réalité, était un de ces déchets que l'on met de côté aujourd'hui pour nourrir les animaux. Ma mère était outrée, mais elle n'avait pas les moyens d'acheter un de ces morceaux qui s'échangeaient à prix d'or pour qui pouvait payer. Au cours de ces années de guerre, un certain nombre d'événements m'ont marqué plus que d'autres. C'est ainsi qu'au cours des dernières années de guerre, dans les années 1944 et 1945, l'imminence du débarquement et l'intensification des actions des FFI, composées des résistants que l'on appelait les maquisards, va provoquer en France et dans la région la réaction des troupes d'occupation. Les SS de l'armée allemande vont devenir de plus en plus nerveux, et nous avons failli subir le même sort que les habitants du bourg de Radour-sur-Glane. Les Allemands avaient installé un lieu pour parquer les habitants sur la place de Saint-Héry, place située en face de l'actuelle maison de retraite, où depuis a été construit un bâtiment administratif. Je me rappelle qu'un jour, alors que je jouais dans la courette de notre maison, une fusillade éclata dans le boulevard de Saint-Héry. Ma mère est sortie affolée et m'intima l'ordre de rentrer à la maison. Un jour que nous étions en classe, durant mon année, en cours préparatoire, dont je vous reparlerai bientôt, nous avons été invités, par nos instituteurs et les professeurs du cours complémentaire, à partir nous réfugier dans la campagne. La ville de Royan était bombardée par l'aviation alliée. Les enseignants craignaient pour notre vie, bien que nous n'étions pas proches, mais à vol d'oiseau, les distances ne nous mettaient pas à l'abri d'un survol de notre bourg et de la possibilité de largage de bombes en fonction du déplacement des troupes allemandes. La fin du conflit approchait. Un jour, les maquisards avaient installé une mitrailleuse et quelques sacs de sable en protection à Saint-Héry, au carrefour de la route de Prignac et de Courserac. Ce poste avancé avait pour mission d'interdire l'entrée du bourg à une éventuelle colonne de soldats allemands. Ce carrefour était situé à environ une cinquantaine de mètres de la porte d'entrée de notre maison, et ma mère, à midi, m'avait chargé de porter un melon aux 3 résistants qui tenaient ce poste de contrôle. Elle m'avait dit « Dis-leur que c'est par solidarité, car ton papa est prisonnier en Allemagne. » Je n'étais pas très rassuré, mais je m'étais acquitté de ma tâche. Un jour enfin, le 8 mai 1945, la nouvelle de l'armistice et la capitulation de l'Allemagne fut annoncée. Les habitants de Matha envahirent les rues. Les habitants qui en possédaient sortirent les drapeaux tricolores. Ils se manifestèrent par des cris et des scènes de joie. Ma mère, qui n'avait pas de drapeau, s'était tricoté un pull en coton comportant des bandes horizontales à l'aide de pelotes de couleurs bleues, blanches et rouges. Très vite, quelques femmes, qui avaient eu des relations coupables avec des soldats allemands durant l'occupation, furent arrêtées par les maquisards et elles furent tondues en public devant l'hôtel de ville sous les huées des habitants. C'est ainsi que la femme du docteur Pouget, qui était un médecin connu et apprécié de la population, fut vilipendée par la foule. À partir de cette date, les femmes de prisonniers attendirent avec impatience le retour de leurs maris. Ceux-ci commencèrent par arriver à intervalles irréguliers. Les horaires des trains étaient dans toutes les têtes, et la déception était grande à chaque arrêt en gare si aucun des prisonniers libérés ne descendait des wagons. Au bout de quelques semaines, tous pratiquement étaient rentrés. Seul mon père n'était toujours pas revenu,
et ma mère commençait à désespérer de le revoir un jour. Des bruits couraient que certains prisonniers français avaient été libérés par l'armée russe et avaient été déportés en Sibérie.